Ce qu'on vous propose, c'est de structurer la discussion selon les 4 points qui ont été abordés par nos invités, et peut-être prendre des premières questions sur l'influence du capitalisme sur la science, une première série de questions. Ensuite, on parlera de l'influence de la science sur le capitalisme, des différents obstacles qui se présentent à la pensée écologique, en 3e point, et puis des questions sur comment surmonter ces obstacles. Et peut-être on pourra terminer sur une série de questions qui ne rentrent pas dans ces 4 axes-là. Ça vous va? Voilà. Et comme on fait souvent, on prendra un homme, une femme, un homme, donc levez les mains et puis on distribuera le micro. Donc, première. Donc le premier point, on peut prendre une série de questions sur l'influence du capitalisme sur la science. Oui, c'est simple. En fait, on parle de capitalisme, mais le lobby de l'industrie militaire sur la science une part importante que vous n'abordez pas. Pourtant, une société techno-militaire, c'est elle qui guide aussi un petit peu votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'implémenté? Question un peu pratique, est-ce qu'il y aurait un annuaire des méthodologies non capitalistes pour faire de la science? Parce que je trouve que c'est très difficile en fait. À chaque fois, on est confronté à des méthodologies ou des objets, des techniques qui en fait soit découlent d'autres champs du capitalisme, soit qui sont réappropriés directement. Et est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un annuaire des techniques ou alors est-ce que ça serait encore plus facile de le réapproprier? Je ne sais pas. Si vous voulez apporter Bon, très honnêtement, il y a effectivement un bel angle mort là, qui est soulevé sur la question du lobby militaire. Il est peut-être un peu moins directement que dans d'autres secteurs intriqué avec la question de la protection de la nature. Quoique, dans les technologies qui sont développées, dans les aires protégées, dans les surfaces qui sont dédiées ou pas à la protection de la nature, on va trouver des liens qui vont être plus ou moins forts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a en tout cas un certain rapport à la production et à l'exploitation des milieux qui est absolument inséparable de l'histoire du complexe militaro-industriel et qui ont fourni les conditions de possibilité d'armes de destruction de la nature, très concrètement avec l'invention de la pétrochimie, de certains moteurs qui ont permis d'accélérer la déforestation. En effet, on pourrait rajouter tout cet angle qu'on n'a pas abordé nous comme un motif de diversion en tant que tel, mais qui va peut-être constituer un des poids ou un des secteurs qui va influencer ou structurer aussi l'un des motifs de diversion, notamment cette influence de la science sur le capitalisme. Donc effectivement, ce serait effectivement, à mon avis, à entreprendre que de voir l'histoire des relations entre la crise écologique et ce lobby-là en tant que tel. Moi, je le maîtrise suffisamment, trop mal pour pouvoir vraiment élaborer dessus Et comme l'a évoqué Vincent, donc peut-être ça nous est un peu moins central, mais simplement en écoutant la question et la réponse que vous apporte Vincent, ça tire plusieurs fils. D'abord, le fait que la big science, comme elle s'est constituée et comme elle impacte fortement la macroécologie et la constitution de méga banques de données, est aussi quelque chose qui s'est cristallisé dans le giron de la guerre froide et qu'on a une forme de déclinaison sur le vivant de ce qui se jouait en termes de compétition interne, de compétition des deux blocs
et à l'échelle de la conquête spatiale. Donc on a déjà des structures, y compris des institutions, qui naissent et qui structurent encore aujourd'hui la façon dont on pense la science et les sciences du vivant à l'échelle mondiale, qui sont issues de ces concurrences de la guerre froide. Et puis pour ce qui concerne les transferts technologiques entre le champ militaire et le champ de la protection de la nature, effectivement, j'en donne un exemple très très précis sur les techniques de surveillance. On a un transfert actif sur la reconnaissance faciale, la surveillance par drone, y compris dans des projets qui, pour moi, sont des projets auxquels j'ai contribué et que j'ai défendu avec vigueur de réserve intégrale. On a créé une réserve intégrale dans le cœur du parc national du Mercantour, la réserve d'Entrône. Et il y a un projet qui a été porté de finalement publiciser et permettre au public en tout cas de s'émouvoir de ce projet-là de façon non intrusive. Et c'est avec un partenariat du parc avec Thales que a été Thales, qui est la société de surveillance vraiment engagée les deux pieds dans la montée militaro-industrielle que s'est constitué finalement ce projet-là. Donc le partenariat a échoué. J'espère que ma présence au conseil scientifique du parc national du Mercantour n'est pas totalement étranger à l'abandon de ce partenariat. Mais clairement, on a également, toujours dans le contexte de la surveillance des réserves, des formes de circulation des technologies, mais aussi des personnes et des sociétés, pour avoir finalement des milices, des technologies et des techniques de surveillance des populations qui passent du registre militaire au registre de protection de la nature. C'est quelque chose d'assez catastrophique. En ce qui concerne l'annuaire, alors on pourrait commencer un annuaire, mais c'est vrai qu'une des entrées, alors si on le fait à l'ordre alphabétique, ça arrive un petit peu tard, mais voilà, ce que Val Plumwood défend comme antidote à cette objectivation et cette instrumentalisation du monde naturel par la démarche propre à la science moderne, c'est ce qu'elle qualifie de science de sujet à sujet. Et c'est cette proposition de vraiment s'écarter de cette sado-impassibilité, de ce détachement et de cette impression toujours trompeuse qu'on pourrait sortir indemne de notre relation de connaissance et de réinstaurer la connaissance comme une relation éthique et comme une relation faite de réciprocité. Et pourquoi c'est intéressant dans le contexte des sciences du vivant, des sciences de la nature, c'est que l'écologie, peut-être plus que toute autre science de la nature, est encline à déconstruire cette idée de l'extériorité et de l'objectivité. L'écologie, c'est donner comme objet, à sa naissance même, l'étude des relations entre des individus entre eux et avec leur milieu. L'écologie a créé cette notion de milieu qui écarte de façon assez franche et audacieuse des distinctions très fortes entre les pressions anthropiques et les pressions qui seraient considérées comme étant d'origine naturelle. L'écologie également s'est dotée d'un intérêt et a enrichi ces approches et ces modèles d'un intérêt pour les sujets individuels à travers des modèles individu-centrés, à travers une communication avec l'éthologie, avec la biologie comportementale. Et donc on pourrait espérer que dans le champ des sciences de la nature, c'est très précisément à travers ce rapport au vivant qui souvent émane d'une première impulsion qui est de l'ordre de l'émerveillement, du goût, de l'attachement, que c'est bien justement dans ce champ-là des sciences de la nature que la brèche peut être ouverte. Merci. Une question ici. Oui, moi, j'ai l'impression que c'est très dur de s'extraire du capitalisme scientifique. C'est-à-dire que
pendant ma thèse, mon postdoc, pour réussir à avoir une carrière ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On publie les impact factors, les machins, les choses comme ça. Et ensuite, là, j'ai été recrutée relativement récemment au CNRS. Alors bon, déjà, la journée de nouveaux entrants du CNRS, quand même, un des premiers trucs qui est dit par Antoine Petit, c'est vous êtes ici parce que vous voulez comprendre le monde, la science c'est comprendre le monde. Maintenant, si vous voulez la changer, et là il est parti sur les startups et l'innovation. Parenthèse, mais c'est quand même un peu chaud quand on rentre juste au CNRS de nous dire allez, montez des startups. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a un thésard ou on a un postdoc, et ce postdoc, lui aussi, il a besoin d'avoir une carrière, et ce serait cruel de ne pas jouer le jeu des impact factors et des choses comme ça. Et comment on fait? En fait, on est coincé. Merci. S'il y a une autre question d'un genre féminin, une personne de genre féminin, ça serait parfait. On pourrait revenir à 2-2. Oui. C'est pas juste parce que c'est une femme qui doit parler, mais j'avais des questions à poser. Notamment, je voulais avoir votre avis de ce que vous pensez notamment de la comptabilité écologique. Ce sont des travaux qui sont issus de chercheurs en sciences de gestion. Moi-même, je suis chercheuse en sciences de gestion. Sans être dans le vertige du chiffre, je suis personnellement convaincue qu'on est plutôt sur des avancées très positives, de prendre en compte la nature dans les documents comptables et de rendre compte aussi de l'impact des entreprises sur cette biodiversité. Donc je voulais avoir votre avis, étant donné que vous n'êtes pas chercheur en sciences de gestion. Oui, alors peut-être sur la question où nous sommes coincés, je pense complètement. Nous sommes même embarqués tous, absolument. Il y aurait même presque quelque chose d'étrange, un peu de narcissique, de supposer qu'on peut s'en extraire. Je suis pétri par ces institutions, traversé par ces contradictions. Par contre, il m'est offert la possibilité soit d'aller complètement dedans, de jouer le jeu, de l'encourager, de publicité, soit de freiner, de trouver les moments de résistance. Et je pense que ça, il y en a. Il y en a dans le modèle de publication qui n'est pas nécessairement celui aujourd'hui qui était comment dirais-je, le plus valorisé il y a 10 ans, qui continue à être valorisé. Donc il y a des choses très concrètes comme le recours aux impact factors ou la bibliométrie qui n'est plus un critère absolument central. On a essayé de réinjecter du qualitatif dans les processus d'évaluation, y compris dans les écoles doctorales. Donc il commence à y avoir des possibilités qui s'ouvrent, qui permettent de faire de la science autrement. Mais très concrètement, je pense que aussi dans les projets qu'on définit, qu'on propose, moi personnellement, j'ai retrouvé la possibilité de faire de la science lentement, durablement, au long cours. Alors évidemment, j'ai le privilège de pouvoir faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai identifié aussi un certain nombre de pressions que je me mettais moi-même ou que artificiellement je pensais être mise par les collègues sur moi-même et qui étaient absolument virtuelles. On a aussi la possibilité, peut-être à mon avis, plus qu'on le croit, de résister à cette fuite en avant du toujours plus, n'est-ce pas, tout simplement commencer à travailler peut-être un peu moins pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. On peut s'interroger sur, je veux dire, la fuite vers toujours plus de colloques internationaux, toujours plus de réunions tout le temps. Enfin, très honnêtement, à mon avis, on peut ramer à contre-courant même si je suis embarqué. Donc voilà, nous sommes coincés pour les sciences de gestion. Alors il me semble d'avoir identifié que dans les sciences de gestion, il y avait des petites pépites justement qui étaient du côté presque d'une écologie politique, c'est-à-dire d'identifier les acteurs de changement, les acteurs minoritaires, les réseaux, le poids des lobbies, et qui passaient pas forcément par la comptabilité ou le recours aux chiffres. Donc moi je suis justement, à mon avis, très inspiré par ce que peut proposer les sciences de gestion comme analyse des techniques et des tactiques lorsqu'un problème environnemental se pose. Et il me semble que dans certains cas, le recours, ma foi, à l'objectivation que permet la quantification est absolument nécessaire, essentiel. Ce serait un peu absurde de dire que le chiffre devient un objet problématique en tant que tel. Mais ça le devient peut-être lorsqu'il est érigé un peu comme voilà ce que j'ai essayé de donner comme
l'idée qu'on confond le réel et le chiffre à un certain moment lorsque on a recours que aux approches quantitatives, ou est-ce que cette comptabilité nous masque sur les conséquences que ça peut avoir lorsqu'elle est mal utilisée? C'est plutôt ça. Et si je peux rajouter quelques mots, enfin, pour aller dans le même sens, c'est vrai que d'abord, bon, on est dans le système, mais dans le contexte encore pour un petit moment de la recherche française, on est dans le système et on le fait. C'est-à-dire que quand on est chercheur, chercheuse au CNRS, à l'université, on fait aussi partie, en tout cas un peu, du comité de sélection, du comité national. Et donc, on peut pas, enfin, il y aurait quelque chose d'un petit peu irresponsable et hypocrite à se dire, bah, finalement, c'est le néo-management est arrivé de l'extérieur, c'est Antoine Petit, tout seul, qui nous a complètement lessivé le CNRS à la sauce néo-managériale. En réalité, les chercheuses et les chercheurs ont été acteurs de ces mutations. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis au CNRS et je vois les choses changer, et je vois aussi la possibilité d'un retour de bateau, et c'est pour ça qu'on évoque, pas de bateau en l'occurrence, un retour de balancier, et c'est pour ça qu'on évoquait cette notion de base arrière, se dire bah, comment est-ce qu'on produit dans nos labos, dans nos collectifs, un espace sécurisant pour ne pas jouer ce jeu de la compétition interindividuelle à tout crin, pour ne pas jouer ce jeu de finalement tout le monde se satisfait d'être au bord du burn-out et de passer des nuits blanches à remplir des appels à projets la veille des deadlines de l'ANR. Ben non, en fait, on a le droit de dire que nous, on ne le fait pas parce qu'il faisait beau et qu'on a décidé d'aller se promener. Et ça peut aussi offrir d'autres perspectives aux jeunes doctorants, mais même auparavant, doctorantes, post-doc, d'autres modèles pour réussir autrement qu'en s'épuisant individuellement et collectivement. Il faut aussi signaler que la recherche et la recherche scientifique ne se fait pas seulement au sein de l'académie et des institutions qui se revendiquent de la recherche et de la recherche publique. On a plein de collectifs qui gèrent, mais qui sont des collectifs où s'hybrident de façon assez joyeuse des chercheurs et chercheuses un peu traditionnels avec d'autres initiatives. On peut mentionner Reprise de Savoir qui produit comme ça, qui essaime des chantiers et qui mélange allègrement une diversité de savoir, mais aussi une diversité d'acteurs et actrices de la recherche. Et puis on a évoqué certains mouvements de lutte, certains mouvements militants. Les Soulèvements de la Terre lancent des processus d'enquête, la Déroute des routes lance des processus d'enquête sur la logistique. On a les naturalistes des terres qui, à leur tour, mobilisent aussi un corpus de connaissances, de savoir, de savoir-faire pour armer les luttes, entre guillemets. Et donc, il faut aussi voilà, ne pas obstruer totalement notre imaginaire et notre vision de la science comme quelque chose qui n'aurait lieu que dans le cercle très restreint du laboratoire. Concernant la comptabilité, j'ai failli dire compatibilité écologique, oui mais non, c'est-à-dire qu'en effet, de toute façon, et c'était un petit peu, enfin c'était Subdev, le rapporteur du The Economics du TIB, of Ecosystem and Biodiversity, 2010, le grand rapport qui avait pour ambition de chiffrer les coûts de l'inaction environnementale un petit peu à la façon dont on avait chiffré le coût de l'inaction climatique, avait ce slogan qui semble à première vue très convaincant. Si on ne donne pas de valeur à la nature, alors on ne peut pas empêcher qu'on la détruise. Et je pense, enfin, moi j'ai pas mal travaillé sur les évaluations monétaires de la valeur de la biodiversité et des services écosystémiques. J'ai travaillé notamment avec un chercheur qui vient des sciences de la gestion, qui est Yann Laurence, qui avait beaucoup travaillé à l'époque à l'UDRI sur la prise en compte dans les politiques publiques de ce type d'évaluation. Et il est évident que quand la destruction est gratuite et ne repose et reporte
à 100% et externalise à 100% les coûts de la destruction sur la société pour internaliser à 100% ses bénéfices, on a un problème de fonctionnement. Est-ce que la comptabilité environnementale est la bonne réponse à ce problème? Avec Yann Laurence notamment, on avait un petit peu... c'est des vieux souvenirs, parce qu'un jour j'ai dit, on parlait de Slow Science, j'ai dit... Un jour je me suis dit, en fait j'en ai marre de travailler sur des trucs qui me saoulent et de critiquer tout, et donc j'ai complètement laissé tomber tout ce champ d'investigation qui était le mien. Mais néanmoins, on montrait, je pense, quelque chose qui est l'intérêt de ces évaluations monétaires et de cette comptabilité. C'est un intérêt extrêmement circoncis et ça ne peut pas prendre de sens autrement qu'associé à des usages très précis. Donc par exemple, et juste c'est simplement pour dire que derrière, et notamment derrière le TIB, derrière ce que ça produit comme élan quantificatoire, il y a une forme de fétichisme de la quantification et en fait ce qui semble évident aujourd'hui sur les techniques dont on dispose pour produire de la comptabilité environnementale, c'est qu'on ne fait que mettre en lumière certaines valeurs et que c'est intéressant par exemple de suivre ces valeurs dans le temps, de suivre ces valeurs dans l'espace, mais en aucun cas on ne révèle des valeurs, et en aucun cas on ne propose des instruments qui, du type analyse coût-bénéfice, sont des instruments suffisants à la prise de décision. Donc c'est simplement, on a eu une sorte d'enthousiasme sur la comptabilité environnementale et la comptabilité écologique. Elle me semble porteuse d'intérêts très locaux, mais également d'un péril qui est celui finalement de la fétichisation de la quantification et de s'épuiser à mettre en évidence des valeurs pour lesquelles la quantification est justement inappropriée. On pourra revenir là-dessus en buvant un coup dehors, parce que j'avais décidé que je ne m'intéressais plus à ça. Si je rappelle les trois thèmes suivants, on propose de discuter ensuite de l'influence de la science sur le capitalisme, les différents obstacles qui se présentent à la pensée écologique et comment surmonter ces obstacles. On peut peut-être prendre la seule des questions avant de passer au thème suivant. S'il y a trois questions. Merci. Moi, c'est une question en relation avec l'effet du capitalisme sur la science, la gestion, la restauration des écosystèmes et vice-versa, en fait. Mais vous avez déjà apporté une réponse partielle, puis je suis désolé, parce que je suis encore sur le thème de l'économie et de l'écologie. Et je crois que c'est crucial parce que c'est à la fois très pratique et dans les réseaux militants, on discute beaucoup de cette question. En sciences aussi, d'ailleurs, on utilise beaucoup ces termes qui ont émergé il y a quelques temps et qui ont irrigué la science en écologie, en biologie, en écologie de la restauration, en économie. C'est services écosystémiques rendus à la société, c'est compensation, c'est pollueur-payeur, taxe carbone, etc. On en discute beaucoup. Ma question, c'est est-ce qu'il faut en finir avec ça, puis le rôle du scientifique par rapport à ça, même si c'est très pratique? Est-ce qu'il ne faut pas se réemparer de ça, la science, le rediscuter, le remettre en cause? Et il y a une autre question ici. Oui, ici tout devant. Bonjour. Et c'est une question de profane, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas chercheur, juste amateur de science un petit peu. Et du coup, c'est une question de clarification. Quelles sont les conséquences concrètes pour vous de cet dualisme qui a été évoqué plus tôt? Peut-être que ça rejoint un petit peu la question sur l'annuaire des méthodologies qu'il y a eu auparavant aussi. En gros, pour moi, il n'y a pas tant un problème avec la méthodologie scientifique en elle-même, mais plutôt avec ce qu'on fait, qui décide, comment on décide les objets de recherche, et ensuite qu'est-ce qu'on fait des résultats de recherche, donc en amont et en aval. Et là, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que c'est pour vous les conséquences néfastes d'avoir
ce dualisme objet-sujet, voire pensée-matière, je ne sais pas. Comment vous, dans la méthodologie scientifique elle-même, dans vos recherches, comment vous, si vous aviez les coups des franches, les mains libres, vous voudriez faire de la science différemment? Et donc la question c'est, voilà, alors dans ce cas, comment faire de la science pour vous? Oui, alors je peux commencer à... Ouais, micro, t'en parles. Je l'ai mis sur. Ah ouais. Donc je prends des risques là, parce que je faut se poser, bien réfléchir à tout ça. Mais pour la question des services égoïstiques, moi j'ai jamais arrêté de ferrailler avec cette notion. En fait, depuis le début, j'ai pas baissé les bras, je veux savoir qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Je lâche aucun doctorant, personne avec qui j'ai travaillé qui va employer ce terme-là, je le pousse dans le sol franchement. J'essaie de lui refaire voir qui a posé cette notion, pour faire quoi, qu'est-ce que ça engendre, qu'est-ce que ça... Voilà. Les valeurs, c'est ce à quoi nous tenons et ce que nous constituons dans ces interactions-là, ne peuvent pas s'arrêter à la prononciation de ce type de mots. Donc je pense qu'on tombe complètement dans ce que moi j'ai appelé les résistances de tous les jours, hein, à ce qui nous est proposé comme étant clé en main. Moi je refuse d'utiliser toute cette batterie de termes comme allant de soi et n'étant pas chargé politiquement. C'est non neutre. Et en l'occurrence, voilà, dans mon équipe, dans les gens avec qui je travaille, on n'utilise pas la notion de service écosystémique, mais on a plutôt tendance à la combattre pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça ne veut pas dire, qu'est-ce que ça masque. Donc je pense que là, il y a effectivement un travail à s'emparer de cette notion-là, et ne pas la laisser nous faire dire des choses qu'on n'a pas envie de dire, voilà, nous laisser voir la nature telle qu'on n'a pas envie de la voir. Moi, je suis surpris, hein, un peu la manière dont c'est enseigné aussi, comme étant quelque chose, oui, bien sûr, la biodiversité est un ensemble de services écosystémiques. Dès le plus jeune âge, hein, c'est devenu le prisme d'explication de ce que c'est que la biodiversité, la nature, le vivant. C'est à l'aune des services rendus aux sociétés humaines. C'est pas obligatoire que ça soit le cas, enfin, dire qu'on enseigne des choses comme ça. Donc, dans le niveau enseignement et recherche, on peut résister à ça. Je pense que c'est complètement à notre portée, et ça produit hein, d'ailleurs des effets, je pense. Et puis alors, comment faire science autrement? Voilà, telle est la question, en effet. Et sur le même registre, il y a certains produits de ce dualisme qui semblent aller de soi, qu'on peut remettre en question. Moi, je l'ai abordé, alors ça m'a fait plaisir d'avoir été un peu au contact des travaux d'une doctorante de Virginie là-dessus, parce que ça rejoignait les préoccupations que j'avais, mais sur quelque chose comme le temps, hein, l'espace ou le temps. Ça semble être des notions sur lesquelles on peut tous s'accorder, hein, voilà, parce qu'on peut le mesurer, voilà, en mètres carrés ou en secondes, etc. Et en écologie, on peut essayer de travailler sur ces notions-là un peu différemment de ce qui semble évident, parce que ça n'est pas forcément justement un ensemble de secondes, mais il y a des temporalités ou des spatialités écologiques qui, dès lors qu'on les perçoit différemment, c'est-à-dire en y incluant les processus écologiques, eh bien, ne sont plus seulement des mètres carrés, mais sont des temps de voyage de certaines espèces ou des temps de reproduction. Et donc on y injecte ici une vision un tout petit peu alternative de ce qui pourrait sembler évident a priori, à savoir je vais aborder le temps comme un ensemble de secondes ou la surface comme des mètres carrés. Et je pense qu'ici et là, il y a des possibilités d'approcher les objets autrement que dans ce dualisme un peu grossier qui chosifie, réifie, etc. Et donc voilà, je pense aux travaux de Marine hein, là-dessus, qui parlait du temps de la mare. La mare, elle a un temps propre, un temps écologique de la mare, de la zone humide, qui n'est pas la seconde, ou qui n'est pas l'heure, ou qui n'est pas le jour. Et donc ça, c'est complètement inventé, je veux dire, mais c'est complètement possible. Et je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Virginie, que l'écologie est un beau terreau pour ça, parce que c'est ouvert, c'est complètement compatible avec des approches un peu différentes de l'espace, du temps ou de la relation. Par exemple, concrètement, moi j'ai travaillé sur les assemblages d'espèces, non pas comme ce que je vous ai dit au début, juste la somme juxtaposée d'espèces entre elles, mais comme un tissu de relation, un milieu d'interaction. Et alors ça change tout, parce que alors on voit bien que la substituabilité, elle tombe, elle s'annule tout de suite, parce que précisément, on peut imaginer substituer la présence d'une espèce, mais la présence d'une relation, c'est compliqué.
Donc voilà, comment aborder un objet différemment que par le prisme un peu classique, clé en main, qui sépare soit les secondes, soit les mètres carrés, soit les espèces. Alors là, je fais un peu d'auto-promo. Du coup, je suis quand même obligée d'assumer mes travaux passés sur la question des services écosystémiques. Dans le genre de truc qui est un peu con avec ces mots valises, c'est que du coup, il y a des périodes d'enthousiasme où on peut décrocher des budgets de recherche simplement parce qu'on a le bon mot-clé. Donc moi, en fait, j'ai fait la première partie de ma carrière là-dessus, c'est-à-dire un premier projet ANR sur critique des services écosystémiques. Qui voit services écosystémiques, alors ça rentre complètement dans la logique qu'a décrite Vincent, hein. Et d'ailleurs, même pour donner une petite anecdote personnelle pour se détendre, il y avait la FRB, donc la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui m'avait sollicité pour intégrer l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qu'on décrit généralement comme le GIEC de la biodiversité. Et puis, pour toutes sortes de raisons, à la fois amicales et intellectuelles, j'avais pas envie de faire défaut à l'invitation de la FRB, et donc j'ai porté ma candidature à l'IPBES, et je me suis dit, la meilleure façon de ne pas faire défaut à la FRB, mais de ne pas me coltiner ce travail technocratique insupportable, c'est de saboter ma candidature. Et donc j'ai dit que l'essentiel, mon cœur de travail, c'était la critique farouche des services écosystémiques, comme fauné du néolibéralisme dans le champ de la protection de la nature, blablabla. Ils ont adoré ça. J'ai été recrutée et j'ai travaillé pendant 3 ans avec l'IPBES sur le groupe de travail valeurs. J'étais vraiment débordée à gauche par les Équatoriens. C'est aussi ça qui est un peu génial dans ces contextes internationaux, c'est qu'on peut avoir l'impression d'être très radical. Et quand j'ai commencé à avoir avec moi des gens qui supportaient pas que je parle de nature parce qu'il fallait parler de Pachamama, ou qui supportaient pas que je parle de fonction écologique parce qu'il fallait parler des dons de la terre-mère, je me disais qu'on a tous, on est tous le néolibéral de quelqu'un. Néanmoins, la question de services écosystémiques, pour moi, c'est intéressant, et c'est vrai que c'est là où l'espace de la recherche a encore cette ouverture, c'est que c'est pas tant de se dire c'est mal ou c'est bien, c'est la question de savoir exactement, comme le disait Vincent, ce à quoi ça réfère, ce que ça nous permet d'exprimer qu'on était mal équipé pour exprimer auparavant, et éventuellement quand est-ce que ça opère des raccourcis dont on ne veut pas. Et donc c'est plus un travail d'analyse critique, conceptuelle, un peu fine, qu'un rejet en bloc. Et personnellement, je pense par exemple que la littérature et l'engouement sur les services écosystémiques ont permis de mettre en évidence un certain nombre de processus et de fonctions écologiques dont dépendait intimement le bien-être humain et les sociétés humaines, qui étaient de façon systématique sous-évaluées, invisibilisées, voire non connues auparavant. Donc on a beaucoup parlé de la pollinisation, l'absorption du carbone, mais c'est vrai que ça a permis quand même d'engranger un certain nombre à la fois de travaux de recherche et de prise de conscience. Et le problème, c'est l'hégémonie de certains termes ou de certains discours, et quand on se met à ne penser les valeurs de la nature qu'au filtre des services qu'elle rend aux êtres humains, là on opère différentes réductions, à la fois anthropocentristes, mais aussi bien souvent quantificatrices et une sorte de parti pris de la commensurabilité des valeurs qui sont intellectuellement et pratiquement problématiques. Donc voilà, ajouter un petit peu de nuances plutôt que des anathèmes, c'est quelque chose qui est assez utile. C'est peut-être un peu la seule chose d'ailleurs que peut faire une philosophe dans ce champ-là. Et comment faire de la science autrement ? En fait, quand j'ai parlé des dualismes, je l'ai peut-être fait un peu vite, et puis je suis peut-être un peu fatiguée. Et en fait, comme j'aime beaucoup Plomoud et que j'en parle beaucoup en ce moment, peut-être que j'ai mal exprimé ce qu'elle incluait dans cette notion de dualisme. Le dualisme, c'est pas simplement de dire qu'il y a des choses qui sont différentes les unes des autres, et que par exemple, à un certain moment, dans une certaine démarche d'acquisition de connaissances,
je suis un sujet et je m'intéresse à un objet. Le fait qu'on utilise à la fois ces mots sujet et objet dans certaines circonstances ne sont pas en soi problématiques. La logique du dualisme que décrit Plum-Blood, et c'est comme ça que j'y ai fait référence, c'est une logique de domination, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une distinction entre un sujet et un objet, on a aussi un régime de domination, de hiérarchie, et ce qu'elle montre, c'est pas tant que il ne faut pas qu'il y ait des sujets et des objets, parce que ça, ce serait un problème, c'est que cette relation sujet-objet est intriquée dans un ensemble d'autres types de relations duales, donc de relations hiérarchiques. Et je vais en citer une par exemple, c'est l'intellect et la sensibilité. Et cette idée que l'activité scientifique serait polluée, contaminée par les affects, par exemple, c'est une idée qui est assez présente dans la littérature et l'éthos des scientifiques. D'ailleurs, souvent, on va s'engager dans une recherche un peu avec son corps, son cœur, ses affects, et puis au moment de la rédaction, il va falloir éliminer ça. Il va falloir surtout que ça ne se voit pas qu'on a eu du plaisir à travailler quand on était sur le terrain, qu'on a dû... Et ça, c'est quelque chose typiquement, d'abord, c'est une surcharge de travail, hein, de singer le désintérêt ou la neutralité, alors que personne ne passe, alors je vais dire 35 heures, parce que j'ai dit qu'il ne fallait pas surtravailler, mais personne ne passe 35 heures par semaine à bosser sur un truc auquel il est indifférent. Et donc, premièrement, déjà de ne pas singer cet désengagement, cette désaffection qui serait susceptible de produire des biais, de produire de la non-science et de polluer la pureté de la science par les affects. En fait, les affects font partie intégrante de la science. Et puis, dans cette idée de penser la science de sujet à sujet, ben justement, c'est aussi de penser que la relation de connaissance est une relation qui nous affecte mutuellement, qu'il n'y a donc pas un observateur neutre qui va rentrer dans un système comme un point de vue omniscient du haut du ciel sans perturber ce système. Et prendre conscience de cela, ben c'est souvent faire de la meilleure science, c'est-à-dire prendre conscience de l'effet que l'on a sur le système que l'on observe, mais aussi de l'effet que le système qu'on observe a sur nous-mêmes. Ben ça nous permet bien souvent d'arriver à des choses qui sont plus intéressantes, plus fines et plus justes. Et l'écologie, là, je reviens là-dessus. On pourrait donner l'exemple, par exemple, de l'observation en milieu naturel. Une petite dose de perspectivisme et se dire, ben oui, si moi, mon modèle, c'est les mésanges bleus, ça vaut peut-être un moment que je sorte de mon esprit d'humain et que je me dise, mais qu'est-ce que je ferais, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette mésange bleue avec de la mousse. En fait, on a plein d'expériences comme ça en écologie comportementale qui sont initiées, impulsées par une certaine dose de perspectivisme, c'est-à-dire par une certaine dose de sortie de soi, moi, rationalité soi-disant pure, strictement humaine, et qui s'interroge authentiquement sur qu'est-ce que c'est qu'être une mousse, qu'est-ce que c'est qu'être une marque, qu'est-ce que c'est qu'être une mésange bleue. Et donc, voilà, c'est simplement quelques bribes d'exemples. Mais et en réalité, ce qu'il faut, enfin à mon avis, ce qui est important de dire, moi je suis un petit peu exotique dans un labo, mais dans mon labo c'est le centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, je suis entourée de biologistes et d'évolutionnistes. Et quand je parle avec mes collègues, c'est un peu ce qu'ils font, c'est-à-dire c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on arrive à mettre en récit et à extérioriser quelque chose qui fait déjà partie de bien des travaux et bien des expérimentations et bien des démarches scientifiques. Moi, je voulais savoir si vous avez justement des relations avec des anthropologues et lorsque vous allez à ces colloques internationaux que vous rencontrez des gens qui n'ont pas été formés comme les Occidentaux, est-ce que vous arrivez à communiquer en profondeur avec et à vous intéresser à leur façon de voir les choses? Je pensais aussi aux peuples premiers dans certaines régions du monde qui existent encore, qui sont encore vivants
et qui ont des choses apparemment à nous apprendre. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations? Et aussi une autre question, je voulais vous demander ce que vous pensez du fait que qu'on a commencé à parler de la personnalité juridique de certains milieux, de certains écosystèmes. Je vous remercie pour cette question. Moi d'abord, ah non, c'est plusieurs questions, désolé. Je ne sais pas si j'interviens maintenant ou après la réponse à cette question, parce qu'il se trouve que je suis docteur en ethnoécologie, ça devrait peut-être éclairer la question de la dame, mais je vous laisse répondre alors. Alors, mais j'ose plus. Non, mais j'allais d'abord, ce qui mérite d'être noté. Donc moi, j'ai pas d'expérience de colloques internationaux parce que je les fuis. Maintenant que j'ai mon poste permanent, j'ai plus besoin de m'infliger ça. Non, j'ai l'expérience internationale que j'ai de façon la plus évidente en termes de collaboration internationale, c'est justement au sein de l'UBES, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Néanmoins, pour ce qui est de voir où est-ce qu'il y a des espaces pour, on va dire, déboulonner un petit peu l'hégémonie d'une certaine forme occidentale de penser les savoirs et de penser la science, je pense, je l'ouvre à la discussion, que vraiment les travaux sur la biodiversité, sur la nature ont été un espace d'expression, de valorisation, de visibilisation de ce qu'on appelle, dans un acronyme un peu moche, les savoirs locaux et indigènes, enfin les savoirs locaux et autochtones, qui étaient simplement complètement en dessous de tous les radars pendant longtemps. Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique qui a été signée en 1992, puis des différents protocoles qu'elle a accueillis, l'emphase a été mise sur le rôle clé des communautés locales et autochtones, à la fois comme gardiennes de biodiversité, mais à la fois comme détentrices de savoir et de savoir-faire liés à la nature. Donc tout ça, ça peut se dévoyer et ça peut se folkloriser un petit peu. Néanmoins, il faut, je pense, que sur la scène internationale, les grandes conventions biodiversité et protection de la nature ont été un espace et peut-être le premier espace pour une diplomatie non hégémonique. Après, c'est encore extrêmement symbolique, mais ça devient, en tout cas, c'est à l'intérieur des travaux, par exemple, sur l'écologie scientifique, que se jouent des espaces sur la co-construction des savoirs savants et profanes, etc. Et donc peut-être, s'il y a quelqu'un qui travaille en ethnoécologie, vous pourrez soit me dédire, soit approfondir cette réponse avec des exemples. Du coup, il y avait une seule question. Ah non, mais il y avait une deuxième... Ouais. Y a-t-il une ethnoécologue dans la salle? Peut-être juste pour donner des exemples qui existent et que je trouve pour ma part intéressant, dans le cas français, et alors notamment guyanais, je travaille au Brésil en Guyane, et par exemple avec l'outil Parc National qui est aussi en Guyane, je trouve que ça peut être aussi sur des projets concrets, des outils mis en avant, l'ethnoécologie visant à renseigner le point de vue des populations locales sur leur représentation de la nature, leur connaissance de la nature, leur relation à la nature, et c'est aussi un très bon outil du coup quel est le terme, de médiation, je dirais, pour éclairer la prise de décision dans les politiques publiques. Je peux donner peut-être un exemple concret qui a été fait dans ce parc national, qui n'a rien vu mis sous cloche, parce que même la Sauve de Cœur reconnaît les droits d'usage et par les populations autochtones. C'était par exemple l'élaboration de cartes hygiène avec la toponymie Wayampi et Wayana, d'abord Wayampi. Et donc ça représente tous les lieux de mémoire, les lieux de vie
les Amérindiens, et c'est extrêmement politique. Et pour vous donner un exemple, quand les Amérindiens Wayankis de Guyane sont allés voir leurs homologues côté Brésil, dans une terre indigène, les propres Amérindiens qui sont très politisés là-bas, parce qu'il y a une école amérindienne et tout, leur ont demandé, leur ont dit que leur terre indigène était hyper utile. Donc ils ont pris le parc national pour une terre indigène. Enfin, pour dire que finalement, cette documentation et cette mise en exergue des rapports à la nature peuvent être très politiques et vraiment aller dans le sens d'une reconnaissance aussi de notre vie. Merci beaucoup. Peut-être si je peux juste redire un tout petit mot sur cette diplomatie. Vraiment, je suis pas complètement naïve et je vois bien les limites que ça a, mais pourquoi est-ce que l'espace des négociations internationales sur la protection de la nature est devenu un espace clé pour des revendications locales et autochtones? C'est que contrairement aux grands traités internationaux habituels et contrairement à ce qui agite la communauté internationale de façon habituelle, il y a une inversion on va dire une inversion des puissances dans le contexte de la biodiversité, puisque tous les lieux les plus critiques du point de vue de la biodiversité sont pour des raisons biogéophysiques des lieux tropicaux et souvent des anciennes colonies. Et donc, au moment de la négociation de la Convention sur la diversité biologique, par exemple, il y a des pays qui habituellement n'ont pas voix au chapitre, tout simplement parce que c'est des non-joueurs dans la grande arène des négociations internationales, se sont trouvés à avoir, entre guillemets, le gros bout du bâton, puisque c'est en leur territoire, en leur sein, ou dans le contexte de la France, dans les territoires hors métropole, que se trouvaient les enjeux de biodiversité les plus cruciaux. Et donc, voilà, on a vu depuis 92 se constituer quelque chose comme un espace, je ne dis pas qu'il est féerique et qu'il est décolonial, loin de là, mais en tout cas, c'est peut-être l'espace le plus potentiellement décolonisable, pour cette simple et bonne raison que c'est justement le pouvoir ou la puissance de protection de la nature se trouve exactement dans les territoires qui sont habituellement les territoires subalternes et les territoires sans voix au chapitre dans ce type de négociation. On peut aussi ouvrir les questions au deuxième thème sur l'influence de la science sur le capitalisme. Merci. Pardon, ma question d'avance, parce que c'était juste que j'ai zappé un truc et que j'ai pas compris quelque chose, mais c'est le deuxième aspect de diversion ontologique. Je comprends bien comment la science s'est nourrie de ces dualismes, et bon, qui de l'œuf ou de la poule, ce serait intéressant de savoir, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans la définition même de la science qu'on s'appuie sur ces dualismes-là, notamment nature-culture, de rationnel, émotionnel, etc. Et du coup, ma question, c'est plus, j'ai du mal à imaginer comment on peut, entre guillemets, changer la science en rajoutant de l'émotionnel et en abandonnant le rationnel. Est-ce que c'est pas juste changer la définition de la science? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt juste encourager les scientifiques à faire autre chose que de la science, plutôt que de vouloir changer la science en elle-même? Je ne sais pas si je suis très clair. On peut déjà donner l'exemple des sciences humaines et de certaines de ces sciences humaines qui n'ont pas abandonné la prétention à une meilleure compréhension du monde, mais qui, pour certains champs de l'anthropologie, de la sociologie, de la philosophie ou de l'histoire, ont par exemple soit renoncé, soit marginalisé la prétention prédictive. Et donc cette question de est-ce que la prétention prédictive, est-ce que le pouvoir prédictif est une essence de la démarche scientifique, et est-ce que, comme Hampel le supposait, il y aurait une symétrie radicale entre l'explication et la prédiction, et qu'une bonne explication ne serait explicative que si elle permet en miroir une bonne prédiction. Il y a des champs entiers
des sciences humaines et de façon plus ponctuelle certaines sciences de la nature qui ne renoncent absolument pas à l'explication et donc à une meilleure compréhension du monde, mais qui ne font pas de leur projet l'augmentation du pouvoir prédictif qu'elle donne sur la société, sur le monde, sur les systèmes. Ça, c'est juste un exemple de la façon dont il y a des démarches dont on a tendance à ne pas contester la scientificité, qui sont un peu moins intriquées de ce désir de pouvoir. Parce qu'en réalité, dans ce désir de prédiction, il y a quelque chose qui relève du désir du pouvoir, du désir de la maîtrise, et qui n'est pas intrinsèquement lié à la démarche scientifique elle-même. C'est juste un élément, on pourrait, je suis sûre que si on avait du temps, on rentrerait dans l'autre. Peut-être un peu pour aller dans le même sens, on a dans une histoire un peu longue des sciences ces deux pôles, mais c'est sûr qu'on retrouve quand même un peu un marqueur dans la modernité et chez Bacon, chez Francis Bacon, ce programme de la science comme outil de maîtrise, outil de contrôle. Là où on avait une théoria qui était plus contemplative, d'explication des phénomènes, mais sans nécessairement ce programme de maîtrise et de contrôle. Donc je pense qu'il peut y avoir quand même d'autres affinités scientifiques qui penchent non pas du côté du projet de contrôle-domination, mais plutôt du projet contemplatif explication. Merci pour tous ces partages. En vous écoutant parler, j'entends à quel point il y a un cheminement personnel qui a été fait pour arbitrer, faire des choix par rapport à la société, à vos métiers, à qu'est-ce que je fais moi en tant que chercheur. Et en fait, je partage aussi que c'est beaucoup de tiraillements intérieurs. Moi, je ne suis pas la chercheuse non plus, mais je me demande si une des techniques de diversion politique les plus puissantes, c'est pas justement de nous couper de nos propres raisonnements intérieurs, de nos propres cheminements intérieurs. On n'a pas beaucoup de techniques qui sont apprises pour gérer nos émotions. Et là, personnellement, comment j'arbitre entre mes différents besoins, effectivement, de sécuriser mon métier, mais aussi d'avoir un engagement écologique. Donc je me demande si une des diversions les plus puissantes, c'est pas de nous couper de nous-mêmes, de poser la transition à l'extérieur, comme observation, comme objet de recherche. Ça rentre aussi dans la notion de dualité. Hein. Et peut-être plus de parler de transition intérieure, pour que ce soit ensuite ce sur quoi on s'appuie pour faire une transition intérieure. On prend une question où on répond directement, je ne sais pas si quelqu'un. Oui, moi je partage tout à fait ça, mais on a envie d'y rajouter un coefficient collectif, en tout cas partageable, ou de possibilité de rencontrer d'autres cheminements intérieurs qui alors produiraient quelque chose. Sinon, on peut tomber dans ce que j'ai évoqué en passant, qui est ce qui a été très bien compris et récupéré par le nouvel esprit du capitalisme, c'est-à-dire faites-les ces cheminements intérieurs, allez reconquérir votre soi, voilà, coaching, développement intérieur, émancipez-vous, devenez vous-même votre propre petite entreprise, trouvez votre cheminement. Tout ça, ça a été précisément le fruit d'un business et de quelque chose de tout à fait compatible avec des logiques productives, parce que ces parents isolants, vous êtes des individualités qui auraient fait cette conversion intérieure très bien. Donc je pense que c'est tout à fait vrai comme point de départ, mais alors peut-être que c'est la constitution d'un collectif ou d'un partage de ces cheminements qui devient peut-être un peu significatif, ou qui permettrait de faire poids, masse, ou en tout cas de ne pas se sentir trop seul, quoi. Une question ici. C'est peut-être un petit peu débile comme question, mais vous me pardonnerez la médiocrité de ma question. Comment on... C'est votre avis personnel, hein. Comment on réconcilie, quand on est jeune chercheur, doctorant, le fait que son sujet de recherche, ça n'a rien à voir, et ça existe dans une espèce de bulle de déni qui ne prend pas du tout en compte de l'urgence climatique,
avec le fait qu'il y a une urgence climatique. Là, je pense que j'ai jamais autant parlé de moi et de ma biographie que là, mais pour une façon de réconcilier, c'est un peu de changer de sujet de recherche. Moi, je travaillais en philosophie des mathématiques et j'étais vraiment folle de ça, et notamment du statut ontologique de l'infini dans le néologicisme de Frege. Donc c'était vraiment un truc plus abstrait, et je me dis il faudrait faire une psychanalyse de mon sujet de maîtrise, quoi, parce qu'on ne pouvait pas imaginer quelque chose, c'est comme le truc abstrait du truc abstrait dans un système abstrait. Et un jour, par ailleurs j'étais à l'équivalent à terre, enfin chargée de cours, quoi. Je donnais des cours d'éthique environnementale, et moi j'étais militante, et j'étais à réel machin, et un jour je me suis dit, mais c'est quoi le bug là, comment c'est possible que tu aies ces deux personnalités qui coexistent? Alors dans mon cas, pour des raisons personnelles, voilà, c'était une fin de maîtrise, je pouvais switcher. Mais évidemment, j'ai conscience que c'est pas le cas de tout le monde, et c'est, ça peut aussi être un espace, se dire que la crise, je sais pas par rapport à combien d'entre vous sont engagés dans le monde militant ou associatif ou dans des luttes locales, mais en fait que la lutte ne soit pas 100% de nos vies. Parfois c'est un peu sain aussi, et le problème c'est si votre sujet de thèse ne vous plaît pas, si vous n'avez pas de plaisir ou de désir ou d'appétence pour votre travail de thèse, ça c'est un petit peu embêtant. Mais par contre que le sujet sur lequel vous travaillez un certain nombre d'heures par jour ne coïncide pas avec un ensemble d'engagements politiques, militants, c'est plutôt sain, et des gens comme moi par exemple qui arrivons à mettre notre boulot, notre vie personnelle, notre vie militante et notre vie intellectuelle dans le même panier, on a une durée de vie saine mentale très très brève. Il y a un moment où on fait un boulot en fait. Donc voilà, je dirais c'est vraiment deux questions différentes de savoir est-ce que votre sujet de thèse n'est pas aligné avec vos préoccupations politiques. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment vivable et parfois même un peu sain. Ou est-ce qu'il n'est pas aligné, ou est-ce qu'il est contraire à vos... Est-ce que vous travaillez pour l'ennemi? Est-ce que dans votre sujet de thèse, finalement, on vous oblige à faire fi de vos valeurs, de vos convictions? Et là, c'est vrai que c'est un problème personnel voilà, qui est compliqué. Et c'est bien parce qu'après, ça nous fait plein de bifurcateurs et bifurcatrices qui finissent leur thèse et qui partent lourds de tout ce bagage d'entristes pour déboulonner le système qu'ils ont savamment étudié pendant 4 ans. Mais c'est dur. Merci. C'est pas une question d'étude, hein. Je pense qu'on continue à se la poser longtemps. Oui, il y a une question. Bon, ben moi je voudrais rebondir sur la question du monsieur devant, et à propos du fait que les scientifiques devraient faire autre chose peut-être que la science. En fait, c'est parce qu'il me semble que la science telle qu'on la connaît, elle est bien née dans un type de société. Elle est vraiment, comment dire, en résonance totale avec le système capitaliste dans lequel on vit. Cette histoire de dichotomie, comme vous disiez, entre l'esprit et la matière, machin, tout ça, bon, de réification, c'est bien aussi intimement lié à la volonté de domination de la nature, de la matière, de tout ce qui n'est pas, je sais pas, l'esprit de l'homme occidental blanc. Et finalement, quand on voit aussi à quel point les progrès technologiques sont faits particulièrement en temps de guerre, parce que là vraiment il y a une motivation très forte, il y a des moyens très forts, et finalement ces objets, comment dire, ces techniques aussi permettent d'avoir quelquefois des choses
d'obtenir des informations, des observations extrêmement intéressantes sur d'autres sujets et qui nous passionnent tous. Enfin, tout est tellement intriqué, tout est tellement lié. Si on parle vraiment de sauver la biodiversité, de sauver la nature, qui ne serait pas une nature extérieure à nous-mêmes, si on veut vraiment éviter tout ce que ce monde capitaliste, scientiste fait, enfin toute cette société, ce qu'elle fait au reste du monde, voilà quoi, je pense qu'il n'y a rien à attendre des scientifiques de ce côté-là. Et pourtant, je suis scientifique, mais peut-être que je dis ça parce que je suis bientôt à la retraite, donc je vais finalement être libérée. Enfin, libérée, et en même temps, oui, vous parliez aussi d'écologie comportementale, et finalement, je voulais aussi souligner le fait que cette approche théorique de l'évolution des êtres vivants est en résonance totale aussi encore avec le système capitaliste, où on parle de loi du plus fort, de la lutte pour la vie, d'investissement parental, donc de retour sur investissement, de stratégie coût-bénéfice. Enfin, comment ne pas voir à quel point notre conception du monde, cette conception d'ici et maintenant, quoi, capitaliste, occidentale, comment ne pas voir à quel point cette conception du monde et la science qu'elle produit, enfin tout, comment ne pas voir à quel point c'est lié, et comment pouvoir espérer quelque chose. On est loin de, là dans les discours, on est loin d'essayer de sauver la biodiversité au final. Bon, moi, la seule façon que j'ai trouvé de m'opposer à ma petite échelle ridicule, c'est de justement m'opposer à cette approche de l'évolution des espèces vues sous cet angle, en fait, je ne sais pas si c'est clair, et je n'ai jamais souscrit à cette approche. Et pourtant, je suis vraiment, j'ai baigné vraiment dans le monde de la science, et cette vision rationnelle du monde, ben, je l'ai intégrée aussi, quoi. Mais en même temps, je ne vois pas d'issue anticapitaliste, anti-destruction du monde par la science. Ça me paraît juste déconnecté. Merci. Ok, une dernière question avant de... Merci. Peut-être juste pour rebondir sur la dernière intervention, en effet c'est très intéressant de voir comment toute la théorie de l'évolution au XIXe siècle a récupéré les apports de l'économie néoclassique et elle a fait de l'être vivant un être rationnel qui optimise sous contrainte, et on a ces cours d'optimisation des descendants qui sont très drôles, et toutes les hypothèses des systèmes économiques néoclassiques qui visaient à défendre la libre concurrence entre autres, elles sont passées sous silence, et on a des êtres vivants qui ne sont plus que des êtres qui optimisent sans voir les hypothèses qui étaient à la racine des modèles néoclassiques en économie. Et ce que je trouve intéressant dans ça, c'est de voir qu'en effet, la philosophie des sciences, l'histoire des sciences, elles ont un rôle à jouer dans l'idée dans la lutte, finalement. En effet, on peut s'engager de différentes manières. Il n'y a pas que former des barricades, si vous voulez. Mais je trouve que, peut-être pour aller plus loin encore, il faut prendre conscience que chacun aujourd'hui, que ce soit dans notre métier, que ce soit de là où on parle, dans ce qu'on fait, quand on cuisine, quand on va faire les courses et qu'on achète des choses qui sont belles dans du plastique, on est forcément engagé de toute manière. Il n'y a pas de scientifique engagé, de scientifique non engagé. C'est-à-dire un scientifique qui ne réfléchit pas à ce qu'il fait, un scientifique, moi je suis biologiste, un biologiste qui ne réfléchit pas au coût énergétique ou à la pollution qui est générée par ces expériences, et qui contribue à la destruction du monde vivant, etc. Donc il s'engage, de toute façon il est engagé, il est pris dans le système. Là je pense qu'il y a vraiment un pas à faire, il faut affirmer que de toute façon on défend des valeurs, c'est soit celle de la destruction du monde, soit c'est d'autres valeurs, mais peut-être comprendre que l'engagement, enfin, on est toujours engagé. Merci. On a plusieurs points. Enfin, ouais, je ne vais pas aborder tous les points, mais je laisserai Vincent, qui est sûrement plus compétent que moi sur certains enjeux de la théorie de l'évolution. Mais personnellement, bon, moi, vraiment, mon engagement en tant
intellectuel et scientifique, c'est un engagement pour la biodiversité. Et pour moi, penser les valeurs du vivant sans avoir une forme de fascination et d'enthousiasme et d'émerveillement vis-à-vis de l'évolution, c'est quelque chose qui est complètement impensable. Et je pense que vous allez vite en besogne en associant notamment les théories de l'évolution et le darwinisme à une homologie stricte avec le monde économique et avec la lutte, par exemple, du plus apte. En fait, chez Darwin, et ensuite ça va être largement raffiné, à la fois dans la synthèse de l'évolution et plus tard, il y a aussi ce champ de la sélection sexuelle. La sélection, elle ne fonctionne pas que par la compétition et la survie du plus apte, elle inclut aussi déjà chez Darwin la sélection sexuelle, c'est-à-dire l'amour du beau et le fait que en fait, la nature produit de la créativité, produit de la diversité et produit même de l'émerveillement, en particulier par ce mécanisme de la sélection sexuelle. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, c'est les plumes du pan. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'on se trimballe avec un ramage complètement exubérant qui nous empêche même de voler, parce que c'est une forme de signal honnête. Et je ne vous refais pas la théorie de l'évolution, mais dans l'évolution, dans les textes de Darwin lui-même, et puis on peut lire avec beaucoup de joie, par exemple le travail de Stephen Jay Gould, il y a quelque chose de l'ordre d'un émerveillement et d'un rapport désintéressé au monde, qui pour moi est une source de motivation pour la protection du monde naturel dont je ne pourrais pas me dispenser. Ou alors il faudrait que j'y substitue quelque chose comme une pensée dans la création du divin, ou que sais-je, autant d'hypothèses qui ne m'attirent absolument pas. Donc je voulais juste affirmer et réhabiliter un petit peu la richesse et la puissance de ces travaux sur l'histoire naturelle, hein, puis sur les théories de l'évolution, non pas pour, par homologie, naturaliser quelque chose comme l'évidence de la compétition permanente ou la survie du plus fort, mais au contraire pour nous inscrire dans une trame beaucoup plus longue, beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe, qui, à mon avis, offre des ressources de désanthropocentrement, des ressources d'humilité et de, on va dire, de modestie en ce qui concerne les affaires humaines, qui sont des motivations très puissantes pour se comporter dans le monde naturel autrement que comme un dominateur ou un prédateur. Oui, je pense qu'on peut effectivement peut-être distinguer ce qu'a dit Darwin et le darwinisme, et ce qu'on a sélectionné chez Darwin et qu'est-ce qui a été cultivé, encouragé. On a le même problème en écologie, où le rôle de la compétition, par exemple, a un succès fou, tout le monde a pensé que c'était ça qui construisait le monde, et puis quand on revisite un petit peu les théories, en fait les interactions positives, faibles, jouent un rôle absolument fondamental dans la dynamique des communautés, des écosystèmes, alors que on a fait jouer à la compétition un rôle absolument exagéré. De même qu'on trouve chez Darwin, bien sûr, le rôle du hasard, autre chose que cette théorie extrêmement simplifiée de la sélection simplement du plus apte. Par contre, ce qui, à mon avis, a été très bien mis en évidence, c'est qu'une partie du néolibéralisme, de son histoire, s'est construit en récupérant ce qu'il y avait de naturaliste dans le darwinisme, à savoir que, effectivement, il y a un cap vers la sélection du plus fort, que la compétition et l'innovation doivent être au cœur de la trajectoire des sociétés. Ça a été très bien montré par Barbara Stiegler, notamment, qui fait un peu cette histoire du néolibéralisme, où Colin Lippmann s'est imprégné de darwinisme. Alors, d'un darwinisme tel que Spencer l'avait utilisé, et puis ensuite repris à la sauce néolibérale. Et effectivement, il y a eu cette interpénétration un peu de cette théorie avec ce que l'économie en a fait. Mais
je pense que ça, c'est une partie du diagnostic sur laquelle on peut s'accorder. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on a... En fait, vous avez assez bien résumé. Une partie de notre propos, c'est qu'il y a une diversion épistémique qui s'est créée en supposant qu'il suffirait d'attendre que la science nous livre suffisamment de contradictions pour dire qu'on dise stop. Moi, je suis absolument d'accord avec vous qu'il ne faut pas attendre des scientifiques qui livrent la clé du problème et leur solution. On a quand même envie de pointer du doigt certains lanceurs d'alerte qui ont eu un rôle déterminant et qui peuvent infléchir quand même un certain nombre de décisions sur le rôle délétère des pesticides. Il y a eu des publications qui ont eu certaines influences. Heureusement que l'accumulation de connaissances, que ce soit en santé humaine ou sur la biodiversité, ne fait pas que de jeter des cailloux dans l'eau. Parfois, il y a quand même suffisamment, notamment quand ça rencontre la société civile, eh bien, de poids pour influencer les choses. Mais le scientifique comme sauveur, absolument, ça précisément pas. Il y a un mythe à assumer ça, qui serait celui d'un savoir qui serait découplé du pouvoir. En fait, la manière dont la science se fait est déjà imprégnée par une certaine relation de pouvoir, par les lobbies, par des choses très triviales, des choses plus fines. Donc je crois qu'on partage cette idée qu'il y a un diagnostic qui nous empêcherait de voir la science telle qu'elle est proposée comme étant la solution. Bien sûr que non. Par contre, ce qu'on espère, et ce qu'on peut espérer, et ce qu'on peut travailler, ce qu'on a essayé de partager à la fin, c'est qu'il y a des failles, il y a des possibilités de résistance. Voilà, ça, on l'espère quand même. On n'est pas tous obligés d'encourager ce système-là. D'abord, merci. Moi, j'avais une question qui est un peu dans la suite de ce côté résistance et aussi de chercher une réponse à ces problématiques, notamment du capitalisme à l'intérieur du champ scientifique. Et du coup, on a mentionné un peu de s'extraire de ce champ scientifique qui est problématique et de la difficulté vis-à-vis des institutions, vis-à-vis voilà, des financements, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'une des solutions serait de créer une alternative, en fait, comme on peut le voir dans des ZAD, dans des collectifs, etc. Et que peut-être les scientifiques réfléchissent à créer une alternative. Je pense à SciHub, je pense aux sciences participatives, par exemple, des choses comme ça. Et peut-être revoir en fait la manière dont la science, le champ scientifique est créé, et voilà, proposer autre chose. Merci, on peut en prendre une ou deux autres peut-être. Il y en a plusieurs. Bonjour, merci pour l'exposé très clair. Moi j'étais étonné que vous n'ayez pas commencé par la diversion ontologique, parce que chronologiquement c'est la plus ancienne, alors que les deux autres sont très récentes, voire contemporaines. Et d'ailleurs, en fait, j'étais un peu troublé par ce hiatus temporel, et comment expliquer que des phénomènes d'économie politique des 30 dernières années amplifient soudain une fondation ontologique qui remonte soit à il y a 3 siècles, soit il y a 2 millénaires et demi, si on fait référence à Platon. Et pour revenir sur l'intitulé de la séance, vous nous expliquez donc les diversions, qui expliquent pourquoi on n'enraye pas la destruction du vivant, et même pourquoi on l'intensifie, mais vous ne nous expliquez pas pourquoi il y a tant de diversions. Et qui sont, pour reprendre du coup le vocabulaire militaire, qui sont ces ennemis qui, il y a, alors c'est selon 2 millénaires, 3 siècles ou 30 ans, essaient de nous détourner de notre position en nous poussant à déplacer nos efforts vers d'autres fronts de défense. Qui sont ces ennemis donc, et quelles sont leurs motivations? Et du coup, dans cette tentative de clarification de cette temporalité, c'est aussi, est-ce que ces différentes diversions, elles s'ajoutent les unes aux autres, ou est-ce qu'elles constituent elles-mêmes des contre-feux les unes par rapport aux autres? Parce que, voilà, au cours des dernières années, il y a certaines personnes qui ont pointé le fait que la diversion ontologique dont vous parlez, elle pouvait elle-même être utilisée comme faisant diversion par rapport aux motifs d'économie politique, et que pointer du doigt cet ennemi-là serait une façon de se détourner du problème posé par le capitalisme et par la force d'imposition de l'État. Et donc, sans verser dans il faut jouer sur tous les tableaux à la fois, comment est-ce que cette identification de ces tactiques
et des intentions qui animent ceux et celles qui les déploient nous permettent, nous, d'ajuster nos comportements, soit en tant que professionnels scientifiques, soit en tant qu'activistes ou personnes souhaitant contribuer à un milieu plus habitable. On ose se lancer là. C'est des questions absolument fondamentales. Merci, ça résume pas mal des questions qu'on se pose en fait. Hein. Est-ce qu'on avait une raison pour mettre l'ontologie en fait, j'avais presque envie de défendre que cette diversion que j'appelle épistémique, elle a toujours été un peu là, mais j'aurais un peu des difficultés à le faire, quoique en fait il y a toujours une intrication entre science et savoir, hein, même depuis le début. Par contre, ce qui marche bien, c'est que cette diversion qualifiée d'épistémique, c'est la plus intuitive, c'est la plus évidente, c'est celle qui s'offre à nous comme dès qu'on ouvre les médias, la tribune numéro 170 des 1500 scientifiques qui, une fois de plus, crient à la fin de l'humanité. Voilà, il y a une avalanche d'alertes et de prise de position scientifique extrêmement forte qui étonne tout le monde. Voilà. On a l'impression qu'on a envie de dire ça y est, on sait là maintenant. Et en fait, ça fait effectivement 50 ans qu'il y a cette accumulation. Donc c'est une actualité brûlante et extrêmement facile à mobiliser pour dire c'est étonnant quand même qu'on a devant nous ce qui pourrait s'offrir comme une contradiction majeure. Voilà, c'est qu'on sait, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, bon, sur le climat ou sur la biodiversité. C'est facile de rentrer par là pour montrer que non, penser qu'il suffirait d'appuyer sur valider ces tribunes-là, mettrait le pouvoir en branle vers une solution de la crise, c'est avoir une vision tronquée, naïve, qu'il y aurait le savoir qui produit ensuite, comme par enchantement, des décisions. Donc je pense que c'était une manière un petit peu facile de rentrer en la matière. Mais effectivement, peut-être que d'un point de vue chronologique ou de la démonstration, il faudra inverser. Voilà, ça va bien. Ensuite, moi j'aime bien expliquer qu'on peut ne pas renoncer à l'idée qu'il y a des responsables. Donc qui sont ces ennemis? On peut les nommer. Moi j'en connais un certain nombre, hein, effectivement. Alors parmi mes collègues, on en parlait à midi, en fait, parmi les écologues, il y a des gens avec qui je pense, alors c'est des ennemis idéologiques, hein, mais qui proposent, ils encouragent une écologie justement pétrie d'une vision instrumentale du monde, ultra-anthropocentrée, affirmée comme telle, et je ferraille, à commencer par là. Et je pense qu'aussi dans ce capitalisme industriel, on a des organisateurs de la destruction qui, évidemment, je veux dire, organisent ça en mobilisant des techniques, des tactiques de diversion et qui s'en cachent à peine. Hein. Moi, je pense que certaines formes de greenwashing pourraient à terme être condamnables en tant que telles. D'ailleurs, c'est le cas. Hein. On peut plus faire exactement ce qu'on veut en la matière. Mais donc, il y a des responsables qu'on pourrait nommer parmi l'oligarchie qui détient ce que j'ai appelé la fabrication du consentement, soit dans les médias, soit dans ces manières de détourner en fait, des causes structurelles. Et puis, un peu à la manière d'un soft power, il y a aussi ce que Foucault a proposé comme étant des dispositifs où il y a des stratégies qui se mettent en place sans nécessairement qu'il y ait de stratège identifiable avec un nom, avec une personne physique. C'est-à-dire qu'il y a des logiques de domination qu'on adopte plus ou moins sans le savoir. Il y a des mots qui sont diffusés, il y a des productions langagières qui vont avoir des dommages collatéraux. Donc, il y a aussi ça comme responsabilité, c'est-à-dire ce qu'il appelle ce dispositif, hein, ou ces agencements qui sont des propositions, des textes de loi, des non-respects de ces textes de loi, des institutions, des organisations, des ONG, où c'est un peu difficile de mettre le doigt sur un responsable, mais qui néanmoins nous écarte ou nous empêche de voir les causes structurelles. Alors la question du pourquoi tant de diversion, qui est en fait la question centrale, moi je pense qu'elle reçoit une réponse triviale parce que, au même titre qu'il y a eu ce qu'on appelle un environmental backlash, c'est-à-dire un retour de bâton aux dénonciations environnementalistes des années 70, où le monde industriel s'est organisé stratégiquement pour essayer d'incorporer la critique dans un second temps, après avoir essayé de faire face, il y a des rapports de force, il y a des rapports de pouvoir. Et pourquoi tant de diversion? Parce que
dès lors qu'on fait tanguer un tout petit peu l'ordre établi et le système, on se heurte à ça, hein, y compris des formes de répression plus directes, criminalisantes, intimidantes. Donc, je veux dire, ceux qui possèdent les rapports sociaux de production, qui les organisent et ces logiques d'accumulation n'ont aucune raison de voir s'affaiblir ce même système. Je suis pas sûre de réussir à compléter vraiment la réponse de Vincent, et je vous remercie pour votre question très claire et très challenging. Je vais d'abord sur cette question de la chronologie de notre présentation. Il y a effectivement un effet rhétorique de dire oui, hein, on peut croire que le problème c'est l'influence du capitalisme, mais en fait, tada, les choses sont plus profondes, donc ça n'est que rhétorique, ça n'a pas de conséquences. Par contre, la question centrale qui est la vôtre, à savoir finalement cette antériorité, parce que cette question, pourquoi on n'a pas suivi un autre chronologique, et y a-t-il une chronologie, et si oui, à quand remonte-t-elle, et en quoi cette chronologie nous permettrait d'identifier quelque chose comme les ennemis? Ça, c'est une question qui est une question cruciale. On peut dire qu'elle recoupe en partie certaines questions qui se sont posées sur les éventuelles datations de l'Anthropocène. Est-ce que c'est le néolithique avec la domestication, ou est-ce que c'est les grands États impérialistes, etc. Bon, j'imagine que vous avez, enfin, si vous avez eu l'occasion, il y a des références assez éclairantes pour travailler là-dessus. Pour savoir qui sont les ennemis, il faut savoir de quand date le crime. Et en ce sens, les travaux qui nous animent, Vincent et moi, sur le rapport à la nature et la protection de la biodiversité, nous positionnent dans une situation beaucoup plus inconfortable que les travaux sur la question climatique. Dans le contexte climatique, même si aujourd'hui, de façon brûlante, ces deux champs et ces deux crises s'entremêlent l'une à l'autre, les travaux sur la crise climatique sont aujourd'hui étayés par des travaux historiques, d'abord sur des lanceurs d'alerte précoces, très précoces, dès le XVIIIe siècle, mais aussi il y a des moments, alors Christophe Bonneuil l'a bien travaillé, il y a des moments clés où les pétroliers ont entre leurs mains, venant de scientifiques, l'évidence des risques climatiques que fait peser sur les sociétés l'extraction pétrolière, et décident sciemment et s'organisent sciemment dès les années 70, non seulement pour ignorer, invisibiliser, censurer ces travaux, mais surtout pour que tout se passe, pour que surtout rien ne change. Et là, on a des sortes, on a parlé du complexe militaro-industriel, entre le BTP et la grande massification industrielle liée au développement des transports, les pétroliers et certains chefs d'État. Il y a des moments, ça fait un peu froid dans le dos. En fait, on est passé à un cheveu d'éviter la catastrophe, c'est-à-dire que quand les premières alertes sont lancées, on n'a pas du tout l'ensemble des verrous technologiques dans lesquels nous sommes, qui nous enferment aujourd'hui et qui font qu'aujourd'hui une sortie du pétrole, si elle n'est impossible, en tout cas elle se fait avec un coût social et un coût naturel, en termes notamment de soi-disant substitution des énergies fossiles par des énergies dites renouvelables, etc. Donc là, quelque part, on pourrait se dire, bon, ben, on a des noms propres quasiment, on peut faire la liste des criminels, elle ne sera pas exhaustive, mais on peut les identifier. Dans le contexte de la biodiversité, c'est beaucoup plus... c'est un exercice beaucoup plus difficile parce que finalement, l'histoire de violence et de désamour entre certaines sociétés humaines et le monde naturel est très ancienne. Elle est même antérieure à la domestication, au néolithique, qui est souvent proposée comme première date possible. Enfin, c'est pas une date sérieuse, mais en tout cas comme moment initiateur de la crise environnementale.
puisqu'on a très bien documenté le fait que toutes les colonisations humaines se sont accompagnées d'extinctions significatives, et notamment de l'extinction quasi totale de toute la mégafaune sur chaque continent colonisé par les êtres humains, à part l'Afrique, puisqu'il n'y a pas de colonisation, mais une émergence de l'humanité sur le continent africain. La mégafaune a disparu. Et donc ça rend la situation beaucoup plus délicate, et certains vont dire finalement c'est une sorte de donnée anthropologique, cette domination des sociétés humaines sur leur milieu naturel, domination via l'appropriation ou la persécution, fait partie de l'histoire de nombreuses sociétés humaines, bien avant l'industrialisation, bien avant le capitalisme, etc. Une fois que j'ai dit ça, j'ai absolument pas répondu à votre question, mais il y a aujourd'hui, quand on cause, si on lit n'importe quel rapport sur la biodiversité, on a les principales causes de perte de biodiversité, c'est la destruction et dégradation des milieux, la pollution, la surexploitation des ressources, la pollution, les pollutions, la circulation des espèces exotiques envahissantes, et puis maintenant le changement climatique. À chacune de ces causes principales correspondent des activités identifiables. La surexploitation des ressources, sur la question notamment des ressources halieutiques, entre le moment où on a des vrais drapeaux rouges, des évidences qu'on est en surexploitation des ressources, et les mesures qui, pour certaines, sont prises, pour nombreuses, sont enterrées, de régulation, de moratoire, voire de zones d'exclusion des pêcheries, le délai est insupportable, et le délai produit des effondrements. Donc on a quand même des secteurs industriels qui sont identifiables. Le secteur des pêches industrielles en fait partie, le secteur des phytosanitaires en fait partie, où pour le coup c'est pas parce qu'on a demandé plus de poissons d'eau profonde qui sont à peine mangeables qu'on a poursuivi cette course en avant du chalutage en eau profonde par exemple. Donc voilà, je dirais que ça ne peut pas... Moi, personnellement, je ne trouve pas de réponse, et je suis dans une forme d'embarras par rapport à la question de l'origine du mal. Et finalement, cette question a cessé de m'intéresser. Il y a des moments où on a suffisamment d'évidence face à nous, et les leviers sont suffisamment activables pour que les responsabilités soient engagées. Et ces moments-là, effectivement, coïncident avec la grande accélération dans la capacité matérielle à accaparer et détruire les ressources et les milieux naturels. Et on ne vous a pas répondu, mais on l'avait un petit peu, un petit peu évoqué sur les alternatives. Déjà, en fait, on l'avait déjà évoqué, effectivement, ces espaces, ces interstices entre les milieux académiques, on va dire un peu professionnels, de la recherche publique par exemple, et les milieux militants et les lieux de lutte se multiplient. Vous l'avez évoqué, il y a une sorte de fascination de la ZAD. Il y a quelques années, Philippe Descola a été filmé en train de s'extasier sur des tritons crétés, etc. Donc déjà, il y a eu une sorte de mainstreamisation, entre guillemets, par un certain champ des sciences humaines d'alternatives assez radicales. Mais il y a des fertilisations croisées, et donc je l'ai déjà évoqué, mais je le répète, il y a vraiment aujourd'hui des espaces d'enquête militante qui s'expérimentent et qui s'affranchissent de ce souci de productivité dans des standards qui seraient les standards de la science académique, mais qui par contre prennent à leur charge des soucis d'efficacité, et notamment d'efficacité militante. Voilà, on a parlé du BTP, enquêter sur la Farge à l'extérieur de l'académie
pour savoir ce qui se joue véritablement avec un cimentier comme celui-ci. C'est un travail qui peut être mené en collaboration et on peut détourner même des fonds publics pour essayer d'armer la contestation et d'armer la lutte contre certains acteurs, et c'est des choses qui se font de plus en plus actuellement. Je répète les noms des collectifs, la Déroute des routes qui lance plusieurs enquêtes sur la logistique, les Soulèvements de la Terre qui lancent plusieurs enquêtes, notamment sur la farge et sur le maïs, et Reprise de savoir qui est une initiative plus polymorphe et qui, un petit peu partout sur le territoire, va essayer de produire des espaces de co-construction des savoirs qui, notamment, s'affranchit des hiérarchies entre savoir pratique et savoir académique. Mais il y en a sûrement plein d'autres, là, c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Merci. Donc on est quasiment à 5 heures. S'il y a peut-être une ou deux questions relantes, on peut les prendre et puis faire une dernière réponse. On va conclure sur ça. Donc, il y en a une ici déjà. Bonjour, merci. Moi j'aurais une question sur la question qui me turlupinait là, c'était justement, vous avez parlé tout à l'heure de la dichotomie quelque part entre nature et culture. Et ma question c'était politiquement, est-ce que ça serait pas justement intéressant d'affirmer cette dichotomie, d'affirmer une séparation très franche entre la nature et la culture, que plus on fait de culture, plus on fait de ville, plus on fait de n'importe quoi de matériel en fait finalement, moins on fait de nature et vice versa. Et est-ce que ça serait pas intéressant politiquement justement maintenant de dire bon ben voilà la culture finalement, fabriquer de la complexité dans tous les sens, de la science, de la technique, etc. C'est fini, on a vu. Maintenant on va essayer de détruire de la complexité pour faire une préservation de la nature. Est-ce que politiquement c'est un message qui pourrait se porter? Peut-être une question et ensuite on conclura avec ça. Oui. C'est vraiment une question importante parce qu'en fait, vous avez probablement tous en tête ce slogan « Ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Et il y a un engouement à répondre au problème du dualisme entre nature et culture. Le dualisme, je le répète, étant non seulement une séparation, mais surtout une hiérarchie. Un engouement à répondre à ce dualisme par ce que moi j'appelle l'hybridisme, cette idée que finalement il n'y a pas de distinction, que les humains font partie de la nature, que la nature fait partie des humains. Et ça, c'est une réponse qui est une réponse assez excitante et enthousiasmante, à la fois d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue empirique, dans un contexte d'anthropocène, où on va nous dire que justement l'influence des activités humaines est omniprésente du fin fond des océans aux confins de l'atmosphère. Alors, essayer de tracer des lignes et faire des distinctions entre la nature et culture, et la culture serait une entreprise vaine dont il faut se débarrasser. Donc ça, c'est une réponse qui irait à l'opposé de ce que vous suggérez, et c'est-à-dire de se dire, oui, il y a un problème. Le problème, c'est pas qu'il y a une distinction entre nature et culture, le problème, c'est la domination de la culture sur la nature, et la réponse, c'est on se débarrasse de la distinction pour montrer que finalement l'une et l'autre sont totalement intriquées, entremêlées l'une à l'autre, et que même ces catégories sont des catégories tellement occidentales, tellement situées, tellement provinciales dans leur histoire et dans leur sens, que mieux vaut faire sans. Ça, c'est une réponse personnellement qui n'est pas la mienne. Moi, j'ai beaucoup travaillé exactement dans la perspective que vous proposez, mais en une minute, je ne pourrais pas convaincre tout le monde, à dire justement, le problème c'est le dualisme, donc c'est cette hiérarchie entre les affaires humaines et le monde naturel, mais ce n'est pas en niant la distinction que l'on trouve une solution satisfaisante, parce que nier cette distinction, c'est aussi dissoudre les responsabilités. Et la question n'est peut-être pas tant justement de se demander si c'est des responsabilités humaines, homo sapiens, données anthropologiques, l'espèce dans son ensemble, ou les 30 ou 40 patrons et patronnes du CAC 40
la réalité est probablement à mi-chemin entre une poignée de grands méchants et l'humanité dans son ensemble. En tout cas, de penser la culture et les affaires humaines comme relevant d'un régime spécifique qui nécessite une responsabilité spécifique et qui aujourd'hui, parce que la situation d'emprise des activités humaines sur l'ensemble de la planète est telle, qui nécessite une auto-limitation active, ça c'est quelque chose qui pour moi ne peut pas se produire dans nos langages, dans nos institutions et dans notre représentation du monde en s'affranchissant totalement de distinction entre nature et culture. Donc pour vous répondre, on peut critiquer le dualisme qui implique et qui assoit et qui naturalise une hiérarchie et donc une domination sans pour autant dissoudre la distinction. Bien, je crois que ça va être le moment de clore la séance. Merci beaucoup Virginie et Vincent. Merci à vous.